Vous pouvez encore défiscaliser votre don sur vos revenus de 2022 en envoyant votre participation par chèque datée au plus tard du 31 décembre 2022. Merci de votre aide. Bonne année à tous. Je suis très heureuse de commencer cette année 2023 avec vous dans Les Femmes et les Enfants d'abord. Et je vous souhaite bien évidemment une année riche et belle avec vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, l'essentiel quoi. Une année remplie de rire et de grâce, pleine de petits et de grands bonheurs. Une année pleine de liberté et de TVL aussi. Une année pleine d'amour et d'efforts au quotidien pour rendre le monde plus juste et plus beau. Et de mon côté, je veux aussi vous remercier de votre fidélité qui nous permet jour après jour de continuer notre travail essentiel. Et je vous propose justement de commencer avec cette année une thématique économique. Vous l'avez tous constaté, les prix alimentaires grimpent, l'énergie explose, la dette publique ne faiblit pas, loin de là, et les gaspillages continuent. On en parle dans quelques instants avec mon invité Jean-Baptiste Léon de chez Contribuables et Associés. Et puis, on continuera avec cette thématique de crise, mais cette fois-ci sur les pénuries de médicaments et comment y faire face avec Louise Bénière qui est naturopathe et qui nous donnera plein de bons conseils pour rester en forme et soigner nos loulous. Et bien entendu, on ne se quittera pas sans nos bonnes habitudes, inutiles d'en prendre de nouvelles de temps en temps. Je parle bien sûr de la chronique lecture en partenariat avec Chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs avec mes chères Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny. Les femmes et les enfants d'abord, c'est parti. Et comme je vous le disais, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Léon. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous êtes directeur des publications de chez Contribuables Associés, l'association de défense du contribuable qui lutte contre le gaspillage d'argent public. Emmanuel Macron, dans ses vœux pour 2023, nous promet une année qui, je cite, sera celle des questions inquiétantes et des crises à affronter. De quoi parle-t-on finalement? Parce qu'on a l'impression qu'on est en crise depuis des années. C'est un peu mon sentiment, moi qui ne suis plus tout jeune aujourd'hui. Depuis que je suis né, j'ai l'impression d'entendre parler de crise à répétition, effectivement, et que les choses vont mal depuis longtemps en France. Ce qui, d'un point de vue argent public et finances publiques, n'est pas faux. Quand on regarde les choses par rapport à nos voisins européens, par exemple, en France, retenez cette date, 1974, c'est la dernière fois qu'en France, les parlementaires ont voté le budget de l'État en équilibre. C'est-à-dire que depuis 1974, presque 50 ans maintenant, on accumule les déficits. Avec de la dette avec de la dette qui va de pair, quoi. Et cette année, c'est encore mieux quelque part, ou encore pire, on bat tous les records. C'est-à-dire que le projet de loi de finances qui a été voté au Parlement annonce un déficit extraordinaire de 165 milliards d'euros. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on sort de la crise du Covid en plus qui a été particulièrement compliquée. Exactement. Alors pour les familles comme pour le contribuable, comme vous et moi, Jean-Baptiste Léon, le point le plus notable peut-être dans cette crise économique qu'on traverse, celui le plus tangible aussi, j'allais dire, qu'on touche du doigt, c'est peut-être celui sur le pouvoir d'achat, avec sur une année des produits du quotidien qui ont subi une inflation qu'on estime en moyenne à 14,6%, mais je sais qu'il y a certains produits alimentaires qui ont subi des augmentations à plus de 30%, ce qui est énorme. Oui. Une hausse qui est donc très au-dessus de l'inflation annoncée et affichée par l'INSEE qui est autour de 6% actuellement. À quoi doit-on s'attendre? Que va faire le gouvernement pour faire face à cette crise du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on va avoir un chèque alimentaire, un bouclier énergie tarifaire ou un numéro vert SOS affamés en détresse finalement? Pour nous, à Contribuables Associés, pour résoudre le problème, Emmanuel Macron doit arrêter cette politique du chèque. Pour nous, Emmanuel Macron doit rendre leur argent aux Français. Et comment leur rendre leur argent? C'est de faire baisser les impôts. Cette politique du chèque, elle est faite sans provision. Comme on le disait tout à l'heure, l'État est en hyper déficit, il est hyper endetté. Du point de vue du contribuable, la France bat les records de dépenses publiques en Europe, bat le record de taux d'imposition, c'est-à-dire d'impôts en Europe.
De ce point de vue-là, la coupe est pleine. Donc ces chèques, effectivement, ça peut aider certaines catégories, mais c'est toujours un petit peu les mêmes qui sont aidés, d'une part. Et d'autre part, cet argent est financé, ces chèques sont financés comment? Soit par les impôts, donc encore une fois, on en paye trop en France, beaucoup plus qu'ailleurs, ou par la dette. Et la dette, qu'est-ce que c'est la dette? La dette, c'est les impôts de demain. La dette d'aujourd'hui, vous devrez les payer demain. Et si ce n'est pas vous, ce seront vos enfants ou vos petits-enfants. Donc, nous, à Contribuables Associés, on dit stop. Il est possible de faire autrement. Il y a de meilleures solutions. Déjà, pourquoi les impôts sont si élevés en France? C'est que l'État est incapable de se réformer. On aligne, on dépense trop, on dépense mal. C'est une formule très connue, mais la France est mal gouvernée. Mais en revanche, elle est suradministrée. On l'a bien vu pendant la crise du Covid. Des hôpitaux qui ne pouvaient faire face. Pourquoi? Parce que énormément d'argent, en fait, n'est pas mis dans les soins, n'est pas mis dans le matériel, c'est mis dans la bureaucratisation. Dans l'organisation, etc. Le personnel administratif et tout, des strates, les fameuses agences régionales de santé. Tout ça, ça nous coûte très cher. Donc, on peut baisser les impôts en France, encore faut-il, sans problème, je dirais, encore faut-il que l'État réduise la ceinture. Et plutôt que de demander toujours aux contribuables de faire des efforts, c'est à l'État et à nos gouvernements d'en faire. Les taxes aussi sont très élevées en France. Et d'ailleurs, à propos de taxes, il y a quelque chose qui est très intéressant et c'est une nouveauté 2023. C'est la taxe d'habitation qui va finir de disparaître entièrement. Alors là, forcément, on a envie de se dire qu'on va tous tourner le regard vers les propriétaires qui vont sans doute subir le rééquilibrage avec la taxe foncière. C'est déjà le cas. Alors juste une petite précision, la taxe d'habitation n'a pas disparu malheureusement pour les propriétaires de résidences secondaires. Mais c'est le cas pour les propriétaires de résidences principales. Alors c'est vrai que cette réforme a été lancée, c'est fait par à-coup sur plusieurs années, et on voit que déjà dans les cas où, dans les municipalités où la taxe d'habitation avait décru de façon considérable, la taxe foncière a explosé. Il n'y a pas de miracle. Le meilleur exemple, c'est Anne Hidalgo, la fameuse, qui avait promis pendant sa campagne municipale, pas la présidentielle, de ne pas augmenter les impôts pendant son mandat à Paris. Eh bien, elle a décidé, il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, d'augmenter cette taxe foncière de 52%. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas, encore une fois, comme l'État français, Anne Hidalgo gère très très mal les comptes de la ville de Paris, donc elle est en hyper déficit, elle est hyper endettée, donc les impôts augmentent. Et effectivement, la taxe foncière, on le voit, il y a des cas qui tombent tous les jours d'explosion massive de la taxe foncière, parce que ce qui est repris d'un côté, il faut les mairies, comme elles, encore une fois, elles ne se réduisent pas la ceinture et gèrent mal l'argent des Français, elles sont obligées de prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans la poche du contribuable, malheureusement. Oui, chez Contribuables et Associés, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez sur Anne Hidalgo, mais vous vous demandiez si la ville de Paris n'allait pas finir sous tutelle. Est-ce que ce serait envisageable à plus grande ampleur? Je crois que ça ferait très plaisir à beaucoup, notamment au gouvernement et à Emmanuel Macron en premier lieu. C'est possible. Ça serait triste, mais c'est possible, parce que oui, il faut dire que l'endettement, par exemple, de la ville de Paris a été doublé en 5 ans. Et puis quand on est parisien, on se demande, encore une fois, la fameuse antienne, où passe l'argent? Quand on voit l'état des routes, etc., les médias en parlent beaucoup, vous aussi beaucoup à TV Liberté, mais effectivement, beaucoup d'argent est dépensé pour des résultats très médiocres. Très médiocre, oui. Alors, on se demande finalement si aujourd'hui, quand on appartient à la classe moyenne, ce qui est quand même le cas de la majorité des Français, puisque c'est une part constitutive de la population, si jamais il sera possible d'accéder à la propriété un jour, et je pense notamment aux familles quand je parle de cela, parce qu'on se demande si finalement l'État français n'a pas condamné les plus petits à rester des locataires toute leur vie. Je crains que ça ne soit le cas. Et c'est vrai que les incitations à l'accès à la propriété ne sont pas fabuleux. C'est vrai qu'il y a le schéma français où beaucoup de Français souhaitent être propriétaires, mais c'est de plus en plus difficile, effectivement. Ouais. Ça se complique et les taxes vont être de plus en plus... Oui, et puis il y a de plus en plus. Et puis pour les propriétaires, une nouvelle taxe qui arrive, des taxes entre guillemets environnementales. Les fameuses, l'écologie, c'est un beau prétexte pour taxer les gens. Et donc toute la mise aux normes, etc., vont engendrer des taxes qui vont coûter extrêmement cher déjà aujourd'hui aux propriétaires d'aujourd'hui et vont pas inciter ceux de demain à investir dans la pierre.
On reste sur une actualité qui ne sera pas purement franco-francilienne, mais qui concerne finalement tout le monde. Je parle du prix de l'énergie, du prix également des transports en commun, avec ce mois-ci le nouveau tarif du Pass Navigo, par exemple, le parisien, mais également l'explosion du prix de l'essence avec l'arrêt. Ça y est, il n'y a plus les 10 centimes pris en charge par l'État sur le carburant. Finalement, est-ce que le contribuable, les familles, sont priées de cesser de se déplacer tout court et de rester chez elles? C'est presque ça, on va dire. Il y a quelques années, c'est un gouvernement de droite. Je crois que c'était Nadine Morano, qui était secrétaire d'État à l'époque, avait pensé à supprimer, par exemple, la carte famille nombreuse. Elle est revenue là-dessus parce qu'elle s'est rendue compte, que voilà, ça ruait dans les brancards. Oui, c'est difficile parce que c'est de plus en plus coûteux, effectivement. Et encore une fois, là aussi, pour un service qui est très dégradé. On voit la RATP, pour les personnes qui prennent le métro, qui prennent le RER, c'est encore pire. La SNCF, on l'a vu pendant les vacances de Noël. La SNCF, il faut le rappeler, est ultra subventionnée. Si vous ne prenez pas le train, vous payez comme la SNCF par vos impôts. Et donc, ces personnels ont souvent des conditions de travail qui peuvent être difficiles, certes, mais ont des régimes spéciaux de retraite, en partie financés par le contribuable. Les régimes spéciaux, nous, à Contribuables Associés, on n'a rien contre. Mais on part du principe que ces régimes spéciaux doivent être financés par ceux qui en bénéficient. C'est le cas, par exemple, des pharmaciens, etc. Bref. Et oui, ce sera de plus en plus... On peut se demander effectivement si les familles ne sont pas mal considérées par ce gouvernement ou par certains dirigeants de grandes structures parfois. Alors il y a eu un petit effort, je crois, qui a été fait par la SNCF. J'ai cru voir qu'il y a eu des trains spéciaux qui ont été affrétés malgré le préavis de grève. Donc il y a un petit effort qui a été fait pour quelques milliers d'enfants, notamment, qui voyageaient sans leurs parents. Mais c'est vrai que c'est une situation bien malheureuse. Et combien de personnes, effectivement, de personnes âgées ou de familles n'ont pas pu se réunir à Noël du fait de ces grèves. C'est un véritable scandale. Ouais. Avec le remboursement, je crois, de la SNCF qui a été prévu à 200% du prix du billet, mais là encore, qui paye ? Alors oui, c'est le contribuable derrière, parce que, encore une fois, la SNCF a été créée en 1938. Depuis 1938, elle est en déficit chronique. Donc qui compense? C'est le contribuable, oui. Donc effectivement, ces 200%, vont être payés par vos impôts. Ouais. Alors, la dette atteint, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui le niveau record de 2 956,80 milliards d'euros, soit 43 000 euros par habitant. C'est le cheval de bataille de contribuables et associés. Que voyez-vous comme enjeu notable pour 2023 pour un début d'amélioration de cette dette? Par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Alors, on va faire un constat qui est encore pire que l'autre. Il y a deux dettes, en fait. Là, c'est presque 3 000 milliards d'euros, c'est la dette officielle. Derrière, il y a une dette cachée aussi. Qu'est-ce que c'est cette dette cachée? Elle est de près de 8 000 milliards. Cette dette cachée, en fait, c'est tous les engagements futurs de l'État. C'est-à-dire toutes les retraites que l'État s'est engagé et doit payer, c'est normal, aux fonctionnaires, aux militaires, etc. Et tous ces engagements de retraite-là cumulés, ça fait une dette qui a un taux hallucinant. Et donc, oui, nous devons faire face à des engagements forts. Sur la dette, nous prenons à Contribuables Associés un plan quinquennal de réduction de la dette. Nous avons travaillé là-dessus avec des députés à l'Assemblée nationale. D'autre part, sur le pouvoir d'achat, il y a des mesures extrêmement concrètes. On en parlait tout à l'heure. Face à cette explosion des coûts de l'énergie, il faut savoir que, par exemple, un plein d'essence, c'est 60% de taxes. L'électricité, c'est 30%. Nous, ça fait 1 an et demi à Contribuables Associés qu'on a lancé une campagne, et j'invite vos téléspectateurs d'ailleurs à signer notre pétition qui est en ligne sur notre site. C'est tout simplement, c'est bête, c'est une politique pour nous de bon sens, c'est de réduire la fameuse TVA sur les énergies. Pour nous, les produits de l'énergie sont des produits de première nécessité, comme la viande, comme les légumes, comme les fruits qui sont à 5,5% de TVA. Nous voulons réduire, et nous demandons au gouvernement de réduire la TVA sur les énergies à 5,5% parce que ces énergies, l'eau, le gaz, l'électricité, le fioul, le carburant sont pour nous des produits de première nécessité qui permettent aux Français de se déplacer, de se nourrir. Qui sont d'ailleurs ciblés comme étant les premiers besoins des populations qui sont en difficulté dans d'autres pays et qu'on souhaite offrir sur notre sol. Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste Léon pour ce point qui, je pense, sera éclairant pour les familles qui regardent les femmes et les enfants d'abord. On continue avec de l'actualité juste après la virgule sur un autre sujet, celui des pénuries de médicaments. Autre
aspect compliqué de cette rentrée 2023. Depuis quelques semaines, certains médicaments viennent à manquer. On compte parmi eux le paracétamol, mais aussi l'antibiotique le plus utilisé du marché, l'amoxicilline. Les tensions sur ces médicaments concernent le plus souvent la forme pédiatrique du traitement, avec à titre d'exemple, la semaine du 26 décembre, 70% des pharmacies qui n'avaient plus d'amoxicilline sous forme de sirop pour les enfants. En tout, ce serait plus de 3000 références de médicaments qui seraient en tension ou en pénurie, avec notamment certains sirops pour la toux, par exemple, des anticancéreux, la ventoline également qui est touchée par ces problématiques, des problématiques d'approvisionnement qui tombent fort mal à l'heure où les virus et les bactéries sont à la fête, particulièrement après les réunions familiales et amicales de Noël et du jour de l'an. Pour en parler avec moi, je suis avec Louise Beignère, naturopathe et maman de 3 enfants. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Bonjour Floriane. Bon, déjà, un grand merci à l'équipe de TVL de m'inviter pour la seconde fois. C'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec des gens qui œuvrent pour les libertés. Voilà. Donc, merci à toute l'équipe. Merci Floriane pour cette magnifique émission. Et puis, je vous souhaite évidemment une bonne année à tous, malgré la situation économique et politique en France. Voilà, une bonne année 2023. On est ravis également de vous retrouver dans Les femmes et les enfants. D'abord, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, Louise. On a le sentiment finalement que les stocks adéquats n'ont pas été anticipés ou du moins mal calculés. Alors globalement, si on est avec son ordonnance en sortant du rendez-vous de chez le médecin, comment est-ce qu'on fait si la pharmacie n'a pas ce qu'il faut ? Alors, qu'est-ce que moi je pense de la situation en tant que naturopathe, en tant que professionnelle des médecines douces, des médecines alternatives? Eh bien, ça va être une situation en demi-teinte, évidemment, parce que la situation est dramatique. La situation est dramatique parce que ce sont les plus faibles et les plus fragiles qui sont atteints par ces pénuries. Ce sont des médicaments qui sont à l'intention des jeunes enfants, notamment qui sont manquants ou de personnes fragiles qui ont vraiment besoin de ces médications. Donc, c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que la situation, elle est politique, parce que ce n'est pas le cas partout en fait en Europe. C'est dramatique parce que ça va créer encore plus un écart dans le soin. Parce qu'avec la question par exemple de la sécurité sociale, on a l'impression qu'on est égaux en termes de santé, finalement que les malheurs arrivent aussi bien aux pauvres qu'aux riches, en termes de santé qu'on est tous égaux parce qu'on va avoir accès aux soins de manière égale. Et en fait, ça n'est pas vrai et je pense que cette crise va vraiment le signifier, le montrer. Parce qu'effectivement, comme ces médications, elles sont disponibles ailleurs, ceux qui ont les moyens vont pouvoir y avoir accès. Voilà. Et pareil, sur les questions préventives, ils vont pouvoir avoir le luxe en fait de prendre des naturopathes pour faire de la prévention, d'aller voir des kinés, des ostéopathes, etc. pour justement prendre soin d'eux, alléger des douleurs et pas être soumis justement à des médicaments comme les antidouleurs que représente le Doliprane ou ce genre de choses. Voilà. Donc dramatique. Et puis voilà, vraiment en tant que Française, je trouve ça terrible de savoir que c'est ailleurs autrement et que nous, on prend ça de plein fouet alors qu'on était un pays de pointe dans tous ces domaines. Voilà, on est quand même le pays de Pasteur, on en pense ce qu'on en veut, mais ça signifiait quelque chose en Europe et dans le monde. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que ça pose la question de la souveraineté médicale finalement. Voilà, tout à fait. Mais en demi-teinte en effet, parce que je pense que comme toute crise, comme dans toutes les épreuves qu'on vit, il y a quelque chose à en tirer. Et aujourd'hui, notamment sur la question de la manière dont on perçoit le médecin. Moi, en tant que naturopathe, je suis très attachée à la figure du médecin et du corps médical. Pourquoi ? Parce que moi, sans eux, je ne peux pas travailler. Le médecin, c'est celui qui fait le diagnostic de ce que vous avez, de la raison pour laquelle vous souffrez. Il détient en fait ce savoir-là, les outils médicaux qui vont pouvoir permettre ce diagnostic. Et ce diagnostic, c'est quelque chose qui lui revient. Et ensuite, il va vous proposer une solution curative. Et là encore, les gens basculent beaucoup dans l'automédication sans trop savoir où ils vont, que ce soit des plantes, on voit les scandales récurrents au sujet des huiles essentielles, par exemple, des empoisonnements, ou que ce soit justement des médicaments en libre accès. Il y a beaucoup d'automédication et on a tendance à ne plus écouter ce caractère curatif du médecin parce qu'il ne l'a plus. En fait, il fait des ordonnances avec des produits qu'on trouve chez le pharmacien, et voilà, alors qu'en fait, finalement, on a tous des problèmes différents. Et on est tombé dans une industrialisation de la médecine et cette crise-là va nous permettre aussi de repenser le médecin et peut-être de voir des médecins se dégager et devenir vraiment des professionnels de l'art médical parce que la médecine, c'est un art et il y a des médecins qui pratiquent cet art de manière merveilleuse et très intéressante et le fait qu'ils n'aient plus accès à certains médicaments,
ça va peut-être permettre aussi qu'ils puissent retrouver cette autonomie aussi dans le soin. Voilà, donc ça c'était la première chose sur la demi-teinte, c'est qu'effectivement de cette crise-là on va pouvoir tirer ça. Et autre chose je pense c'est qu'on a tendance à se reposer beaucoup sur nos petites pathologies, c'est-à-dire qu'on a été voir le médecin, on a le diagnostic, on a avalé la pilule et on ne se pose plus de questions. Alors qu'en fait, parfois, il faut se poser des questions parce que prendre des antidouleurs de manière récurrente, prendre des antibiotiques de manière récurrente, ce n'est pas normal. Voilà. Donc là, je ne parle pas des cas extrêmes où on va avoir un jeune enfant qui est en situation, par exemple, de détresse respiratoire et il lui faut ce médicament en urgence. Hein. Mais je vais parler, par exemple, d'otite chronique. C'est pas normal d'avoir des otites chroniques. C'est pas normal de souffrir. Et je vais vous donner un exemple qui concerne vraiment mon métier parce que moi, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Et par exemple, une femme qui va avoir des bilans gynécologiques parfaitement normaux, tout va bien, mais tous les mois, elle avale 1 ou 2 plaquettes de Doliprane tellement elle a mal. Voilà, c'est pas normal en fait. Et là, justement, c'est là qu'intervient mon métier de naturopathe. C'est sur les choses chroniques, sur les choses qui vont pas. Voilà. Et donc là, je pense que c'est pareil. Comme il y a une pénurie, il serait peut-être temps de se débarrasser de ces béquilles en fait et d'aller vraiment mieux. Et cette crise-là va peut-être être aussi une occasion pour certains de repenser un petit peu finalement les troubles du quotidien dans lesquels ils sont enfermés et peut-être de chercher des solutions pour être vraiment mieux et vraiment aller mieux. Et quelle que soit la méthode en fait qu'ils puissent utiliser. Louise Bénière, en pleine période de grippe, de bronchite, de toux, etc., comment est-ce qu'on fait pour se donner le plus de chances possible d'échapper aux virus et aux bactéries? Est-ce qu'il y a des astuces pour se soigner autrement en attendant le réapprovisionnement? Alors, des trucs et astuces, je vais pas forcément en donner comme ça de but en blanc parce que c'est très compliqué en fait de donner ça comme ça. Il faut regarder ce que font aussi chacun, la responsabilité, la liberté que chacun pratique dans le soin. Et notamment, comme je le disais, il y a beaucoup de problèmes avec les huiles essentielles. C'est bien que les gens se mettent aux huiles essentielles, c'est bien qu'ils cherchent des méthodes de soins, mais souvent, c'est pas forcément bien utilisé. Et même un conseil qu'on va entendre comme ça, on peut le déformer, c'est peut-être pas expliqué concrètement, ça rentre peut-être pas dans ce que vous avez bien entendu, et du coup ça crée des quiproquos qui peuvent être dramatiques, notamment sur les questions par exemple de fièvre. Faut-il laisser ou non monter la fièvre d'un enfant? Alors il y a des règles, au-delà de 38,5 c'est un problème, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, là-dessus, c'est pas des petits trucs comme ça que vous allez entendre. Ce qui va être vraiment important, et notamment pour les enfants, c'est de vous référer à des personnes qui savent faire. Voilà, donc c'est normalement le rôle du médecin, c'est-à-dire que le petit enfant au début, le bébé, il parle pas, il explique pas là où il a mal, donc vraiment c'est l'accompagnement du médecin, du pédiatre qui va être important, qui va vous éduquer en tant que maman, avoir les signaux de ce qui est grave, pas grave, etc. Parce qu'on découvre, on arrive là-dessus. Et ensuite, ça va être aussi les autres mamans, nos mamans à nous, des femmes qui pratiquent d'autres choses. Et ça va permettre en fait d'éviter les pièges d'internet, de ces solutions toutes faites, etc. etc. Je vais prendre par exemple la question du sérum phi. On peut faire du sérum physiologique maison avec de l'eau et du sel. Voilà. Mais quand c'est mal fait, en fait ça va irriter toutes les parois nasales et sur un enfant fragile, ça peut créer des saignements et des lésions. Voilà. Donc en fait oui, la recette elle existe, oui vous pouvez le faire à la maison, mais en fait il faut vraiment que vous ayez quelqu'un à côté qui sait faire, qui vous montre pour pas faire de bêtises et d'erreurs. Voilà. Donc l'idée c'est pas forcément de travailler sur les trucs et astuces. Ça va être en fait vraiment de faire j'appelle un ami, j'appelle une amie, pour avoir des solutions. C'est important le savoir-faire, qu'il s'agisse de celui du médecin ou de celui de personnes qui l'ont pratiqué sur leurs enfants, savoir ce qu'ils en pensent. Et en fait, c'est à ça que sert un village. Il faut un village pour élever un enfant. Voilà. Alors, du côté des enfants, il faut faire attention donc, mais du côté des parents, est-ce qu'il y a aussi un petit coup de pouce pour ne pas tomber malade et repartir du bon pied après les fêtes et après la fatigue accumulée, bien entendu, en cette période? Et après ces bonnes fêtes, je pense que ce qui va être important, c'est de penser à vous, à votre terrain, parce qu'avant de penser à ces enfants et à des méthodes naturelles de soins, c'est nos enfants qui nous poussent à agir, à faire les choses différemment, mais pensez à vous aussi, à tous ces petits problèmes du quotidien, ces choses récurrentes qui vous embêtent, et commencez par les régler, parce qu'en fait le corps, c'est comme un élastique, on le tend, et puis à un moment donné il craque. Alors quand il craque, ça fait des maladies froides, des maladies auto-immunes, des maladies, des cancers, ou même... Et en fait l'idée c'est de pas en arriver là, pas arriver à la maladie froide, à la maladie chronique. L'idée c'est de vous poser qu'est-ce qui n'arrête pas de m'ennuyer physiquement, physiologiquement, et pourquoi je suis obligée de prendre des antidouleurs, pourquoi je prends... pourquoi je suis malade de manière récurrente, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire que je puisse faire dans mon hygiène de vie, dans mon rythme de vie,
pour aller mieux en fait, vraiment. Et commencer par soi, ça me paraît être une priorité. Et pour reprendre les mots d'Hippocrate, que votre alimentation soit votre seule médecine. Et c'est très, très, très exigeant. Mais ça commence par l'observation et ça commence par soi. Et ne laissez pas des situations pourrir ou traîner. Prenez soin de vous en 2023. Merci beaucoup, Louise. Merci, Floriane. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez un très joli compte Instagram, plein de conseils, plein d'explications. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez le retrouver dans la description. Et chers téléspectateurs, je vous indique que vous pouvez également prendre rendez-vous avec Louise pour une consultation, même en visio, en amont d'un problème, on l'aura compris, car la santé est peut-être l'un de nos biens les plus précieux. Sans oublier l'imagination et la lecture également, car c'est l'heure de la sélection de livres pour vos enfants avec Valérie et Anne-Laure, une autre façon de se reposer après les fêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un recueil de légendes et de contes merveilleux qui s'appelle Histoire celtique, un très très beau livre, très bien fabriqué en plus, qui reprend des légendes et des contes merveilleux d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne et du Pays de Galles. Donc il n'y a pas vraiment d'auteur, puisque ce sont des contes qui ont été réécrits, et ils ont été adaptés et réécrits depuis des textes finalement du 19e, enfin plutôt oui, début 20e siècle. Donc c'est une sélection très intelligente, très bien faite, et un tout petit peu modernisée pour que les récits soient plus rapides. Alors je vais vous donner un petit extrait justement du conte breton. Ce sera plus facile de prononcer les noms que les noms du Pays de Galles, qui s'écrivent, vous savez, avec plein de W partout. Voilà, donc il y a bien longtemps, quand les vieux chênes utiles à construire les plus vieux bateaux de Brest n'étaient que des glands, vivait une pauvre veuve nommée Ninor. Donc Ninor, elle est toute pauvre, et pourtant elle appartient à une famille noble, mais voilà, ce sont ses frères qui récupèrent l'héritage. Péric, l'aîné, garde le manoir, la ferme et les chevaux. Finch, le second, le moulin et les vaches. Le troisième frère, Réwal, voulut les bœufs, le four et les moutons. Et pour Ninor, pas grand-chose, juste une petite maison. En revanche, Ninor a une fille, une charmante demoiselle, Aubépine. Elle a presque 11 ans et elle est toute jolie. Et voilà que cette aubépine va rencontrer un oiseau parlant. Vous imaginez bien que le conte va nous permettre de punir les frères qui se sont accaparés l'héritage et de récompenser cette si jolie aubépine. Donc nous avons 18 contes qui parlent très souvent d'un monde maritime, avec beaucoup d'aventures qui se passent sous la mer, où on peut respirer, on peut vivre sous la mer, mais c'est très très dangereux de vivre sous la mer. Il y a aussi bien sûr toujours la quête de la fortune, puisque ce sont des pays pauvres, des pays dans lesquels on a beaucoup de mal à manger, et que malgré tout, la fortune, elle ne se trouve que dans les légendes. Voilà, c'est un livre très bien fabriqué, avec de très belles illustrations dues à Kate Forrester, qui est une illustratrice anglaise, vraiment de très belle qualité, avec une imitation un petit peu celtique, mais pas seulement celtique, une petite influence aussi de découpage, notamment comme dans les théâtres d'ombre japonais actuels. Donc c'est un beau livre, vous avez même un signet pour marquer les pages, imaginez la qualité du livre, mais les contes sont absolument charmants et je recommande ce livre pour les enfants à partir d'une dizaine d'années qui vont se plonger dans ce merveilleux celte, et c'est vraiment un monde extraordinaire. Donc Histoire celtique chez Nuit Nuit, une jolie petite maison d'édition qui n'est pas très connue, mais qui fait de très beaux ouvrages. Voilà, vous rencontrerez des sorcières, des vouivres et des géants dans des quêtes périlleuses et avec des animaux parlants. Bonne lecture à tous. Foxtrot à Malte, avec une très jolie couverture. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, Jane, qui habite l'île de Malte en 1942. Elle s'apprête à aller commencer des études de médecine à Londres, mais la guerre l'en empêche. Donc elle offre ses services à l'hôpital de fortune qui est là et qui recueille des blessés. Et soudain arrivent dans une salle très spéciale des agents secrets britanniques qui sont extrêmement brûlés. On les confie à Jane parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est pleine d'espérance, parce qu'elle fait bien son travail et qu'elle est discrète. L'un d'eux va reprendre vie et, ayant décelé les qualités de Jane, il lui confie la mission à terminer. On ouvre une paire de Rangers, on retrouve des microfilms dans le talon
et c'est à Jane de les emporter en Tunisie. Au départ, elle se rebiffe, elle se dit non, ce n'est pas pour moi, beaucoup trop dangereux, enfin comment peut-il me demander ça? Et puis finalement, elle va accomplir la mission. Cette mission va peut-être changer le cours de la guerre, elle va en tout cas changer le cours de sa vie, car elle va faire la plus grande des découvertes, vous l'avez compris, celle de l'amour. Mais attention, on n'est pas dans une histoire fleur bleue, ça va être assez compliqué et nous emmener loin, loin dans le temps. Je n'en dis pas plus, cette histoire est très prenante à partir de 12 ans, 12-13 ans, pour garçons et filles, et aussi pour les adultes. Vous verrez une histoire dont vous apprendrez qu'elle est fondée sur des faits réels. Comme quoi, la vie peut aussi être aussi palpitante qu'un roman. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Avant de se quitter, je vous propose ce mois-ci une image de Queen Mama Style sur Instagram qui nous raconte comment les petits fantômes de la nuit nous retrouvent parfois en plein milieu d'une situation un peu délicate et difficile à justifier. En plus, on avait dit fini les bonbons dans les résolutions à minuit. Zut, bon, ce sera pour l'année prochaine, on y croit. Peut-être même que les enfants arrêteront de se lever la nuit d'ici là, peut-être. En attendant, tenons bon, car promis, tout passe. Rendez-vous en février. D'ici là, portez-vous bien, avec ou sans bonbons. À très vite sur TVL.